Lorsque les difficultés s'accumulent, l'entreprise peut atteindre le niveau où elle ne pourra plus honorer ses engagements financiers. Elle pourrait se trouver en situation de cessation de paiement. Pour régler cette situation, elle peut agir seule ou mobiliser l'intervention d'acteurs extérieurs. La situation de cessation de paiement est notre sujet du jour. Comment trouver les prêts pour remettre votre entreprise à flot? Lago Hervé, chef de département et business analyst, sera notre invité du jour pour répondre à toutes ces questions. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, nous allons parler aujourd'hui de la cessation de paiement. Vous êtes sur Business 24 et vous suivez Business Matin. Bonjour Monsieur Lago. Bonjour Madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui explique la cessation de paiement? Alors, la cessation de paiement, il faut entendre par là que c'est une entreprise qui est déjà en difficulté. En difficulté, juridiquement parlant, ça veut dire qu'elle ne peut pas faire face à un certain nombre d'engagements vis-à-vis des tiers avec qui, n'est-ce pas, elle est en relation, notamment les fournisseurs, les banquiers et toute autre personne morale ou physique qui est liée à elle par rapport à un engagement, bien entendu. Alors dans ce cas, dites-moi, à quel moment parle-t-on donc de cessation de paiement? À quel moment est-ce qu'il faut en parler? Bien, lorsque on doit parler de cessation de paiement, c'est que l'entreprise déjà n'arrive pas à réaliser suffisamment de bénéfices pour pouvoir, n'est-ce pas, couvrir le minimum des charges qu'il faut. Et à ce niveau-là, les difficultés commencent à se présenter. Elle a en face d'elle ses fournisseurs, elle a en face d'elle ses salariés, elle a ses engagements vis-à-vis, n'est-ce pas, des actionnaires, il y a les banques, il y a tous les autres prestataires des services qui sont autour, qui attendent des paiements en contrepartie des services qu'ils ont rendus. Et quand l'entreprise atteint ce stade, les juristes d'affaires en général se disent que vous allez rentrer dans une procédure d'entreprise en difficulté. Donc, ça va déboucher sur une situation de liquidation. Donc là, déjà, vous avez des problèmes pour fonctionner. Et donc, c'est parti vers la sortie, vous devez arrêter effectivement, poser le bilan. Mais avant cela... Mais justement, oui. J'allais en venir. Est-ce que cessation de paiement signifie fermeture donc de l'entreprise? Non. Ça ne signifie pas fermeture de l'entreprise. C'est déjà un constat qui est fait déjà par rapport à la procédure dans laquelle vous êtes. Donc, vous arrivez devant le juge, effectivement. Vous êtes accompagné par des juristes conseils. Vous arrivez devant le juge parce qu'il est important de le signaler. Les conventions et les contrats que vous signez avec les tiers avec lesquels vous êtes en relation, vous liez vis-à-vis d'eux. Ce sont des engagements que vous avez vis-à-vis d'eux et vous êtes censé les respecter. Ce sont on appelle ça, ça vous lie en fait, juridiquement parlant. Donc, dès l'instant... Des engagements. Voilà, ce sont des engagements, ça vous lie. Donc, dès l'instant que vous n'êtes pas en mesure de faire face à ces engagements, donc, vous devez déclarer effectivement normalement faillite. Mais il faut protéger aussi les intérêts de ceux qui sont rentrés en relation avec vous. Donc, on essaye de voir dans quelle mesure il est possible de pouvoir vous suivre de sorte à pouvoir, n'est-ce pas, apurer tous ces engagements que vous avez vis-à-vis des tiers. Imaginez par exemple des salariés qui sont dans une situation où il y a des retards, des salaires, 1 mois, 2 mois, 3 mois qui arrivent. Des fournisseurs qui vous ont donné du stock, de matières premières, qui n'arrivent plus, n'est-ce pas, à rentrer après les délais à avoir leur argent. Donc, ceci pose des problèmes. Et pour déclarer que vous êtes en situation de paiement, ce n'est pas vous-même qui le dites. Il faut que cela soit constaté effectivement. Et donc, qui constate donc la cessation de paiement? Le juge utilise un expert pour constater effectivement ce cas d'entreprise en difficulté en fait. Juridiquement parlant, il y a des critères qui définissent, qui disent que vous êtes en difficulté. Donc, on évalue effectivement quels sont les éléments qui disent qu'on peut attester que vous êtes en difficulté, que vous devez être en cessation de paiement et qu'on doit appuyer le passif et donc passer en procédure de liquidation.
Alors, à part la cessation de paiement, existe-t-il, on va dire, une autre alternative Bien. pour une entreprise en difficulté financièrement parlant? Maintenant, il faut situer les cas. En fait, pour une entreprise qui est en difficulté, il y a des problèmes quotidiens dans l'existence d'une entreprise au cours de sa vie auxquels elle doit faire face. Lorsqu'elle atteint la situation de cessation de paiement, c'est que c'est un point de non-retour en général qui est difficile, duquel il est difficilement possible de sortir. Donc avant d'y arriver, déjà, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs. Vous avez vos opérations que vous gérez, mais il y a une stratégie en place quand même qui permet de surveiller l'environnement dans lequel vous êtes et de vous donner les moyens de pouvoir, n'est-ce pas, aller de l'avant et générer plus de marge et de profit. Donc, avant même d'arriver à cette situation, vous êtes confronté à un certain nombre de difficultés. Donc, ces difficultés-là, vous pouvez ne pas les soupçonner, mais en fait, vous les rencontrez. Il y a des problèmes de compétitivité. Il y a des problèmes de compétitivité, ça veut dire vous n'avez pas la capacité de pouvoir être concurrentiel sur des marchés, en fait, sur le marché. Voilà, sur le marché. Donc, vous n'avez pas des prix compétitifs, vous n'avez pas, vos produits ne sont pas attractifs. En tout cas, il y a toutes sortes de difficultés liées à la compétitivité auxquelles vous êtes confrontés. Donc, il faut chercher à voir comment corriger et adresser cette problématique de compétitivité. Dans la compétitivité, il y a deux types. Il y a la compétitivité prix et il y a la compétitivité hors prix. Pour tout ce qui est compétitivité prix, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez voir, c'est une question de gérer effectivement les problématiques de productivité et de stratégie et autres. La compétitivité hors prix, elle, par contre, elle dépend d'un certain nombre de facteurs exogènes. C'est vrai, ça rentre dans votre stratégie, mais dans votre environnement, il y a l'État qui est là. On peut mettre en place une réglementation qui peut vous lier carrément et vous n'arrivez plus à bouger du tout. Ce qui s'est passé effectivement ici en Côte d'Ivoire, on a vu effectivement qu'il y a des entreprises pour lesquelles on a sorti un décret pour interdire la production de sachets plastiques. Donc si vous n'avez pas anticipé effectivement cette mesure réglementaire et que vous n'avez pas pris des dispositions en fonction, ça vous pose un problème. Donc il faut réajuster. Voilà, en parlant justement de la Côte d'Ivoire, on fait le constat, certaines entreprises n'ont pas une viabilité, on va dire, très grande. À partir de 3 mois ou 3 ans, l'entreprise meurt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de ce genre d'action? Bien. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les entreprises, on peut les catégoriser par taille. Quand je parle de taille, je classe effectivement les micro-entreprises, des entreprises très petites, des TPE, des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Pour ce qui est des grandes entreprises qui rentrent généralement dans le groupe des multinationales, elles n'ont pas de problème. Elles peuvent engager des compétences en interne. Elles ont suffisamment de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, emprunter. Et elles ont suffisamment d'expertise pour pouvoir développer des produits très attractifs et mettre en œuvre, n'est-ce pas, un plan d'action rigoureux qui puisse leur permettre de pouvoir, n'est-ce pas, croître. Par contre, les petites entreprises qui sont classées dans le groupe des PME, en général, le promoteur, il est soit seul, il porte la casquette de toutes les fonctions d'entreprise. Il est en même temps dirigeant, il est en même temps responsable marketing, il est en même temps responsable financier. Il joue tous les rôles, c'est lui qui fait la distribution, c'est lui qui fait les approvisionnements. Sur le process de production, c'est lui qui donne les ordres, il faut produire comme ça. Il est seul. Donc il n'a pas le temps de se relever pour regarder effectivement comment est-ce qu'il peut s'arranger pour voir à long terme et anticiper un certain nombre d'événements. Ce type d'entreprise-là peuvent avoir des difficultés effectivement qui pourraient être liées à des questions financières, qui pourraient être liées à des questions d'opération, qui pourraient être liées à des questions d'organisation même de leur système. Et donc, c'est des personnes pour qui il faut vraiment faire un renforcement de capacité. Ils ont besoin de renforcer effectivement les capacités. Ils peuvent ne pas se rendre compte. Mais c'est ce type d'entreprise qui en général des difficultés. Par contre, les grandes entreprises, elles ont des difficultés, mais pas le même type de difficultés. Voilà. Donc, il faut essayer de distinguer un peu quand même les catégories d'entreprises. Mais généralement, en tant que business analyst, quel est le problème qui est récurrent concernant on va dire, la mort en griffe d'une entreprise en Côte d'Ivoire? Bien, je ne parlerai pas de la Côte d'Ivoire, je parlerai en général des PME, parce que c'est elles, en général, qui éprouvent beaucoup de difficultés. Donc, quand vous interrogez un opérateur économique, un promoteur d'entreprise, pour lui demander est-ce que votre affaire ou bien votre business va bien? Il va vous répondre oui, ça va plus ou moins bien, mais j'ai des problèmes de financement. Ça, c'est ce qu'il vous dit effectivement.
Ça peut être vrai, ça peut être un problème de financement, effectivement, parce qu'il a besoin de s'approvisionner en matière première pour pouvoir, n'est-ce pas, produire et mettre sur le marché ce qu'il a comme offre de produits ou bien de services. Donc, en général, on n'a pas les statistiques ici devant moi, mais je sais, effectivement, il est récurrent lors des enquêtes qu'on mène, que les gens parlent de financement. Mais il y a d'autres problèmes qui existent. Ils peuvent ne pas se rendre compte, effectivement, qu'ils ont des problèmes de ce genre. Donc, à vous, effectivement, de voir dans quelle mesure on peut les aider, soit par rapport aux capacités managériales. Vous pourrez être un bon ingénieur civil, mais vous pouvez ne pas avoir des capacités managériales pour mettre en place une stratégie de croissance claire qui va être basée sur vos potentialités, vos forces, vos faiblesses, et puis les opportunités ou bien les menaces qui peuvent être dans l'environnement dans lequel vous vous situez. Donc, pour vous, le problème de management est récurrent au niveau des PME? Bien, pour moi, chaque entreprise est un cas. Il est bon quand même de se prononcer sur la base d'études déjà effectuées pour voir la proportion d'entreprises qui ont un problème commun. Mais les problèmes sont divers et la plupart du temps, ce qui est récurrent peut-être au sud du Sahara, ici, notamment en Côte d'Ivoire, quand vous posez la question sur la base d'un sondage, vous verrez qu'on vous dira c'est un problème de financement qu'on a. Mais quand vous regardez de près, est-ce que c'est forcément un problème de financement? D'autres problèmes qui peuvent arriver, mais le problème de financement est récurrent, c'est ce qu'ils vous disent. Alors, en parlant donc de financement, on va s'attaquer donc à ce point focal, à savoir comment obtenir une intervention extérieure, c'est-à-dire un financement extérieur, sachant que nous sommes en cessation de paiement. Bien. D'abord, il faut qu'on précise quelque chose. La notion de cessation de paiement s'emploie en général quand l'entreprise rentre dans une zone rouge. Voilà. Elle n'est pas obligée de rentrer dans cette zone pour chercher à se financer. Elle peut se financer pour deux raisons, par exemple. Soit pour son fonctionnement simplement, ou bien pour des besoins d'extension d'activité de développement, soit pour construire une nouvelle ligne de production, soit pour renforcer ses capacités en matière d'éthique, en tout cas pour diverses autres raisons. Là, par contre, l'entreprise n'est pas en difficulté. Nous parlons là en ce moment et aujourd'hui d'une entreprise en difficulté qui est à la recherche de financement et ou bien d'aide extérieure. Bien, donc on va dire ça comme ça, c'est-à-dire en supposant que la difficulté dont on est en train de parler est une difficulté liée à l'existence de l'entreprise. Oui. Donc, on ne dira pas qu'elle est forcément en cessation de paiement. C'est-à-dire elle éprouve peut-être des difficultés de trésorerie, il y a des tensions de trésorerie qui font que peut-être les délais de paiement, des engagements et autres et tout, ça pose un problème. Mais pour l'instant, on ne peut pas décréter que vraiment elle sera en cessation de paiement parce que ça, c'est un thème juridique qui veut dire quelque chose de très précis. Donc, comme je ne suis pas juriste, je ne veux pas trop m'aventurer sur les questions de cessation de paiement ou bien des difficultés, d'entreprise en difficulté. Mais ce que je peux dire, elle peut avoir des difficultés. Elle peut avoir des difficultés. Mais les difficultés, à terme, peuvent l'amener à être dans la situation que vous êtes en train de décrire. C'est de cessation de paiement. Voilà, cessation de paiement. Comment faire pour prévenir effectivement cette situation difficile, pour éviter, bien entendu, cette situation difficile de cessation de paiement. Il faut aussi prendre un peu plus tôt, ne pas attendre que les choses deviennent un peu plus graves avant de chercher peut-être à se financer si c'est véritablement un problème de financement auquel elle fait face. Donc, ici, on pourrait dire que dans le cas du financement, elle a un certain nombre de principes et d'éléments à observer pour se lancer dans un processus de mobilisation de financement. Donc, je pense que je vais peut-être m'étaler dessus davantage, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là pour peut-être vous laisser poser une deuxième question. Alors, dites-nous, quand une entreprise est en difficulté, est-ce c'est facile pour cette entreprise d'avoir justement une aide extérieure? Bien. La mobilisation du financement, d'abord, c'est très important à bien intérioriser. Lorsque vous êtes en difficulté et que vous voulez aller rechercher un financement, vous présentez un projet d'abord. Vous êtes une entreprise qui a existé, vous n'êtes pas peut-être en création, mais vous présentez un projet. Vous allez intégrer dans le projet qu'est-ce que vous voulez financer et qu'est-ce que cela va générer effectivement comme retour sur investissement, comme développement ou bien croissance. Donc, vous faites vos prévisions et on regarde en face les dépenses que vous souhaitez mettre à contribution, n'est-ce pas, pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé. C'est ce plan-là, ce projet-là, que vous portez pour aller vers des investisseurs ou bien des banques
ou bien des agents à capacité de financement qui sont peut-être prêts à vous financer. Quand vous arrivez, il est très important dans un premier temps, premièrement, d'avoir un esprit, quelque chose de très primordial, c'est que vous devez vous mettre à la place de l'investisseur vous-même pour tester, pour évaluer effectivement la viabilité du projet que vous envoyez. Est-ce que vous êtes sûr que si vous étiez à la place de l'investisseur, vous seriez capable de mobiliser toutes vos ressources et les mettre dans le financement d'un tel projet pour faire remonter l'entreprise? Est-ce que vous êtes capable de jouer un gros risque sur ce coup pour financer toutes vos économies? Parce que c'est comme ça, en fait, ça marche. Donc, si vous-même vous croyez, vous êtes sûr que le projet est viable, vous êtes convaincu, en ce moment, vous avez un état d'esprit de pouvoir convaincre l'investisseur qui est en face. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas déjà sûr, ce n'est pas déjà bon. Donc, il faut être déjà dans un état d'esprit de ce genre. Il y a une deuxième étape qui vient. Quand vous avez cet état d'esprit-là, il faudrait que vous puissiez déjà voir, est-ce qu'il est possible que vous soyez déterminé? Parce que la détermination, la persistance est très importante. Vous allez rechercher le financement, vous pouvez avoir 10, 15, 20 personnes ou bien des banques qui vont vous dire non. Est-ce que vous allez vous arrêter ou bien vous allez continuer? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser. Donc, être persévérant, déterminé à pouvoir avoir le financement, ça signifie que vous avez confiance à la viabilité de votre projet. Ça, c'est vraiment important. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et on le dit toujours, never give up. Ça, c'est Winston Churchill qui le dit. Donc, il ne faut jamais abandonner. Vous allez avoir 100, 200, 300 personnes devant vous qui vont vous dire non. Continuez à chercher. Vous êtes sûr que vous allez trouver. Il y a toujours quelqu'un. En tant que business analyst, vous donnez très souvent des petites astuces, on va dire, aux entreprises en difficulté pour pouvoir avoir des prêts. Vous pouvez nous donner ces astuces-là ici et maintenant? Oui. Déjà, une des astuces, les deux premières là sont des astuces. Je dirais que la troisième chose aussi, qu'on prendrait peut-être comme première astuce, comme vous le dites, je dirais que pour que vous puissiez financer votre entreprise, avoir un financement sûr, il est bon pour vous que vous ayez en esprit que le rêve que vous êtes en train de chercher à financer va trouver forcément un financement quelque part. L'argent existe. Pourquoi je le dis? Parce que il y a abondamment d'argent, mais il n'y a pas assez de business qui soient capables de pouvoir mobiliser cet argent. Parce que ceux qui ont de l'argent, c'est de ça qu'ils vivent, une banque. Une banque ne doit sa viabilité qu'à prêter de l'argent. C'est ça son business. Donc quand elle ne prête pas, elle ne reste pas dans le business. Donc pour quelqu'un qui a de l'argent, aller déposer ça dans un compte d'épargne à hauteur de 3% de rémunération taux créditeur, ce n'est pas trop rentable. Ou bien aller à la bourse ou prendre des actions, peut-être la maturité d'une action, bon, ce n'est pas trop rentable aussi. Mais souvent, ceux qui sont des investisseurs, des business angels par exemple, des banquiers, ils se disent qu'il y a des opportunités quand même qui existent. Il y a des projets assez viables qui ont un fort potentiel dans lesquels on peut mettre de l'argent et gagner suffisamment que si peut-être on ouvrait un compte d'épargne. Donc ça déjà, il faut le savoir. Donc il y a de l'argent qui existe, première chose. Deuxièmement, où aller le chercher? Où aller le chercher? Il y a deux modes de financement. D'autres parlent de financement interne ou bien financement externe. Moi, je parle beaucoup plus. Aujourd'hui, on va parler du financement externe. Et c'est celui qui nous intéresse le plus. Oui, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre qu'effectivement, quand on s'endette, on peut s'endetter par fonds propres. Quand on veut se financer plutôt, il y a le financement par endettement et il y a le financement par fonds propres. Fonds propres, ça veut dire que vous avez un peu d'argent dégagé de côté que vous pouvez prendre, n'est-ce pas, pour financer, pour renflouer vos caisses. Mais en général, cet argent n'est pas suffisant, il faut le compléter. Donc, vous pouvez lever des fonds sur le marché financier ou bien accepter une entrée dans votre entreprise en termes de prise de participation. Ça, c'est en termes de fonds propres. Quand on parle de financement par endettement, c'est seulement avec les banques. Donc, ils vous prêtent de l'argent, vous leur remboursez le capital plus les intérêts, c'est-à-dire le loyer de l'argent. Voilà. Donc, on a la banque. Quand vous partez vers une banque, il est important que vous puissiez savoir que la banque, quand même, elle a un certain nombre de principes.
elle a une aversion pour le risque concernant des entreprises qui ont des problèmes d'asymétrie d'information, c'est-à-dire vous n'avez pas une comptabilité suffisamment claire, un système d'information comptable et financier suffisamment clair, on ne peut pas avoir un historique, vous n'avez pas un bon profil en fait. Deuxièmement, elle a aussi des contraintes, c'est-à-dire qu'à son niveau, elle utilise l'argent des dépôts qu'elle prête. Donc cet argent, ce sont des ressources. Et les ressources, en fait, il faut les transformer en emploi. Donc quand elle a de l'argent qui est déposé à son niveau, suivant des délais très courts, ce sont des ressources courtes. Donc le problème de transformation des ressources courtes en emploi long pose problème. Les emplois, en fait, c'est les prêts qu'elle fait. Vous pouvez demander un prêt sur 10 ans, elle peut ne pas vous donner parce qu'effectivement, les ressources dont elle dispose ne sont pas longues. Donc elle ne peut pas les transformer en emploi long. Ça, c'est une contrainte qui existe. Et elle regarde aussi effectivement le profil de celui qui arrive. Est-ce que tu as un profil, tu as déjà effectué quand même certaines opérations, vous avez un historique de travail et autres et tout, vous n'êtes pas une nouvelle entreprise. Est-ce que vous-même, vous êtes crédible, le staff qui est autour de vous a suffisamment Suffisamment confiance en vous? Suffisamment confiance en vous, mais a suffisamment de skills, c'est-à-dire de compétences pour pouvoir, n'est-ce pas, diriger l'entité que vous avez. Ça, c'est ce que la banque regarde. Mais en contrepartie, elle attend juste que vous payiez son argent, les intérêts plus le nominal. Elle ne vous contrôle pas. Peu importe si vous avez empoché assez de profits, ce n'est pas son problème. À terme, le contrat qui vous lie dit qu'elle doit encaisser, n'est-ce pas, son argent et puis la rémunération du loyer de l'argent qu'elle a dessus. Ça, c'est avec la banque. À côté de la banque, on a ce qu'on appelle les business angels. Les business angels, en général, ce sont des particuliers, des entrepreneurs. Les anges du business, on veut dire. Oui, le nom le dit aisément, mais en réalité, il faut se détromper. Ils cherchent du profit, effectivement. Ils cherchent du profit. Ils viennent, la méthode est très simple, ils font des prises de participation. Une prise de participation, c'est qu'ils rentrent dans votre capital avec une clause de sortie à terme sur 3-5 ans à peu près. Et donc, comme ils ont une certaine expertise, ils viennent, vous allez perdre le contrôle de votre entité parce que vous n'avez plus les pouvoirs de décision entièrement. Donc, ils décident aussi à votre place. Ils vous apportent une expertise, par contre. Ils peuvent vous permettre d'aller très vite et vous enrichir. Mais seulement, vous perdez la propriété quand même d'une certaine partie de votre entreprise. Donc, au bout, c'est sur les plus-values qu'ils vont gagner. Ça veut dire quoi? Quand ils prennent une participation aujourd'hui, ça coûte 10 000 francs l'unité. À terme, quand l'entreprise a une valeur plus importante, l'action ou bien la part, n'est-ce pas, aura une valeur plus importante quand on va l'évaluer. Elle sera par exemple à 90 000 ou bien 100 000 francs. Donc ça veut dire que c'est une plus-value de 90 000 francs par action. Le nombre d'actions sera multiplié par ce montant-là, ce qu'elle gagne. Après avoir misé 10 000 francs par action au début, elle reçoit 90 000 francs par action. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Ensuite, à côté, on a tous ceux qui sont capital risque, que les anglo-saxons appellent venture capitalistes. En fait, ils ont le même profil que les business angels. Et donc, ils interviennent de la même façon. Mais eux, en fait, ce sont des sociétés, ce sont des structures qui utilisent les fonds, les pensions, les capitaux des assurances et d'autres particuliers qui envoient des fonds. Donc, ils prennent des risques financiers assez importants. Ils investissent effectivement dans les entreprises. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller vers eux. Et ils procèdent de la même façon. Votre problème, vous allez perdre le contrôle de l'entité. De l'entreprise. Alors, que ce beaucoup. soit avec les business angels ou avec la banque, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on réussit finalement à avoir le prêt pour, on va dire, renflouer nos caisses et rehausser l'entreprise? Bien, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que, avant tout, vous êtes un professionnel. Un professionnel vit des fruits du métier qu'il exerce. Donc, si vous avez emprunté de l'argent pour mettre en œuvre un projet ou bien un rêve, développer votre entité ou bien fonctionner comme vous le souhaitez, il faut affecter ces ressources à ce qui a été prévu, effectivement. Parce que la tendance peut être que vous avez suffisamment d'argent sur vous et puis être porté à faire des dépenses extra-budgétaires ou bien, je dirais, qui ne sont pas visées effectivement dans le programme initial. Ça, c'est clair que vous aurez des problèmes dans les temps qui vont suivre. Vous ne serez pas capable de rembourser parce que vous n'avez pas généré suffisamment de profit. Vous ne serez pas capable de rembourser le banquier
et c'est devant une juridiction, votre problème va se terminer en fait. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Merci beaucoup, M. Lago et Hervé, de votre présence sur notre plateau. Merci pour toutes les informations afférentes donc à la recherche de financement lorsque nous allons vers la cessation de paiement. Vous êtes sur Business 24 et vous suivez Business Matin. Nous retrouvons tout de suite Sylvestre Aferi, notre journaliste web, pour nous parler de Infotique. À tout à l'heure. C'est l'heure d'Infotique et pour cela, nous recevons Sylvestre Aferi, le journaliste web de Business Matin. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noémie. Vous allez nous parler aujourd'hui de la messagerie de Facebook. Oui, de Facebook encore une fois, de la messagerie instantanée. Parce que généralement, lorsque nous sommes sur Facebook, la messagerie instantanée nous permet de discuter facilement avec des personnes qui sont connectées, c'est-à-dire nos amis. Donc à l'inverse, dès que nous sommes connectés, certaines personnes peuvent nous envoyer des messages pour essayer de nous parler. Et ces personnes-là, peut-être que nous n'avons pas envie de leur parler. Donc pour cela, nous pouvons configurer une application pour ne pas avoir à être visible sur Facebook pendant que ces personnes-là sont connectées. Donc lorsque nous sommes connectés, nous pouvons faire en sorte de ne pas être visible vis-à-vis de ces personnes-là. Alors comment ça marche? Généralement, nous cliquons d'abord sur discussion instantanée. Bon, comme je le disais, il faut d'abord se connecter sur Facebook. Avoir la connexion Internet. Avoir la connexion Internet, se connecter sur Facebook et cliquer sur la discussion instantanée. Voilà. Lorsque nous cliquons sur la discussion instantanée, nous apercevons là actuellement dans la fenêtre de chat, c'est-à-dire dans la fenêtre des messages, le bouton option. Nous cliquons sur le bouton option et nous arrivons directement aux paramètres avancés. Nous cliquons sur les paramètres avancés. Nous sélectionnons l'option tous vos amis vous voient sauf. Donc lorsque nous cliquons sur cette option-là, nous commençons maintenant à saisir le nom des personnes que ces amis-là qu'on ne veut pas voir en ligne. Avec lesquels on ne veut pas discuter. Voilà, effectivement. Donc, nous saisissons le nom de ces personnes-là et je crois que nous pouvons enregistrer. Mais nous aussi, nous avons encore la possibilité de sélectionner la partie « Seuls quelques amis peuvent vous voir ». Voilà, pour ne pas seulement sélectionner des personnes qui ne peuvent pas nous voir, mais nous pouvons aussi sélectionner des personnes qui peuvent nous voir. Et lorsque nous finissons de sélectionner le nom de ces personnes-là, nous enregistrons et voilà, nous sommes bons. Nous n'allons pas recevoir les messages des personnes avec qui nous n'avons pas envie de discuter. On va dire qu'on sera un peu marqué comme étant absent, c'est cela? Oui, invisible sur le Facebook. Même si nous sommes connectés sur Facebook, des personnes ne peuvent pas nous voir pour discuter avec nous. Et c'est ces personnes-là, c'est les personnes avec qui nous avons envie de discuter, avec qui nous pouvons discuter en fait sur Facebook. Et quand on finit cela, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on finit cela, on discute avec les personnes qui sont connectées, les personnes avec qui nous avons envie de connecter. Non, c'est juste quand on finit de sélectionner, on enregistre ou on enregistre? On enregistre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on enregistre et comme je l'ai dit, il y a deux options. Il y a l'option tous vos amis vous voient sauf et il y a l'option seuls quelques amis peuvent vous voir. Donc on peut sélectionner par exemple les amis qu'on a envie de voir, comme on peut sélectionner des amis qu'on n'a pas envie de voir. Donc quand c'est comme ça, ces amis qui sont sélectionnés ne peuvent pas nous voir. Et quand ils peuvent nous voir. Ils peuvent nous voir, voilà. Et quand on finit, on enregistre pour pouvoir seulement discuter avec les personnes avec qui on a envie de discuter. Oui, bien évidemment, parce que si l'enregistrement n'est pas fait, on va dire l'action n'est pas prise en compte. Oui, c'est cela. Oui. D'accord. Merci beaucoup Sylvestre de votre présence sur notre plateau. Nous continuons Business Matin avec Panorama, représenté, on va dire, par Alex Mokhtar, qui va nous parler des actions innovantes et novatrices en Afrique noire. Actions novatrices et innovantes en Afrique, spécialement en Côte d'Ivoire, c'est ce sur quoi aujourd'hui Alex Mokhtar va nous parler. Il s'agira donc de la Côte d'Ivoire. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, c'est un réel plaisir de me retrouver à nouveau par ici, donc dans le cadre de Business Matin, pour vous entretenir d'un sujet somme toute assez important, vous apporter une bonne nouvelle je dirais, mais je vous laisserai en tout cas le temps d'en juger de par vous-même. Alors aujourd'hui, on va parler dans le cadre de Panorama de la Côte d'Ivoire,
qui va fort heureusement, je dirais, donc bientôt devenir le premier transformateur mondial de cacao. Alors, très bonne nouvelle. Voilà, donc. Alors, cette première place, il faut le dire, était occupée par les Pays-Bas, donc, qu'il faut savoir, sur le pays, qui est le pays à tout le monde, qui abrite déjà la plus grande usine de transformation de cacao du monde, mais aussi dispose donc du premier port cacaoyer du monde. Donc, tout cela mis l'un dans l'autre explique donc cette place de leader qu'occupait donc ce pays-là depuis quelques années. Mais la Côte d'Ivoire a beaucoup développé, on dira, donc, ou a beaucoup investi dans le secteur donc, de l'agriculture, de la transformation donc, du cacao et bien sûr en augmentant ses capacités de broyage de cacao que nous produisons. On sait qu'on est le premier producteur mondial de cette matière première-là, donc il était vraiment important pour nous donc d'apporter une certaine plus-value à ce que nous produisons en pratiquant donc la transformation sur place, en permettant par ricochet donc aux producteurs de ces matières premières d'avoir une plus grande plus-value. Alors j'en parle parce qu'il faut savoir que en moyenne, il n'y a que 6% du prix d'une plaquette de chocolat qui revient aux producteurs. C'est vous dire un peu la marge et le chemin qu'on va parcourir pour que ces producteurs-là puissent largement donc, bénéficier du fruit de leurs efforts. Alors c'est pour augmenter donc, cette marge-là et cette plus-value-là qu'il est important pour la Côte d'Ivoire d'investir dans ce secteur d'activité-là. Et donc d'avoir son usine de transformation. Voilà, alors c'est bien que vous le disiez, cela me permet de rebondir pour dire que la Côte d'Ivoire arrive à cet état de fait-là grâce, bien sûr, à ses principaux exportateurs. En Côte d'Ivoire, il existe de nombreuses sociétés qui exercent dans le domaine de la transformation du cacao, de grands chocolatiers basés ici, qui exportent donc les nombreuses fèves de cacao que nous produisons chaque année. Alors, chacun de ces exportateurs-là, ayant compris la nécessité, bien sûr, de ne pas gaspiller le produit quand on achète, parce que les fèves, si on ne les transforme pas ici, si on doit leur faire traverser l'Atlantique, elles peuvent pourrir, bien évidemment. Les frais en même temps de transport. Voilà, et il y a des charges de transport, bien évidemment. Alors, chacun de ces exportateurs-là a commencé à construire ici des usines de transformation. Alors, petit à petit, chacun de ces exportateurs, ayant construit une usine de transformation, cela a permis aujourd'hui d'accroître le taux de permettra à tout le monde, voilà, d'accroître à la Côte d'Ivoire, d'accroître son taux de transformation d'ici l'année prochaine à près de 520 000 tonnes de cacao transformé sur place. Alors on ne sera déjà pas loin des 530 000 tonnes que transforment donc les Pays-Bas. Donc voilà, c'est l'effort donc consenti par ces différents exportateurs-là qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de truster, on dira, cette première place-là d'ici à l'année prochaine. Alors c'est cette nouvelle-là que moi je voudrais donc apporter aux uns aux autres pour dire que les efforts, on dira, ont fini par payer. Le développement du secteur agricole ne sera plus bientôt que de vaines paroles, mais sera vraiment de la réalité, bien sûr, surtout pour les producteurs de cacao. Surtout pour les producteurs de cacao. Et moi, je vous dis merci, étant donné que j'adore le chocolat. Merci beaucoup, Alex, de votre présence sur notre plateau. Business Matin, pour aujourd'hui, c'est fini. Nous nous retrouvons pour un autre numéro. Mais avant cela, je vous dis, portez-vous bien. Au revoir.